Bonjour, bonjour, je suis Olivier Eufel, conférencier, formateur et consultant en qualité de vie au travail, bonheur au travail et coopération. Je suis associé et fondateur de Novéquilibre et associé de la manufacture coopérative. Je suis également responsable éditorial du site internet laqvt.fr, site historique de la qualité de vie au travail que nous avons ouvert presque jour pour jour il y a 6 ans, en juin 2011. Je vous présente un diaporama sur une idée que nous promouvons depuis quelques années, l'attention réciproque. Nous avons proposé l'attention réciproque sur la QVT.fr comme préalable de l'amélioration de la qualité de vie au travail, et je vais utiliser le sigle QVT pour qualité de vie au travail pour la suite de mon propos. Ce diaporama est dédié à la concrétisation de l'attention réciproque. Il fait suite à un premier diaporama dans lequel j'ai abordé les enjeux de cette attention réciproque. Tous les contenus de ce document sont sous licence Creative Commons, à savoir que si vous voulez les réutiliser, vous devez les attribuer à la QVT.fr et Novéquilibre et les distribuer selon les mêmes termes de licence. Les méthodes et les outils que je vais vous proposer dans ce diaporama sont présentés ici principalement par le biais de ce en quoi ils permettent de mettre en œuvre une forme d'attention réciproque, et donc je ne rentrerai pas dans le détail de chacun de ces outils. Il vous est conseillé de visionner au préalable le diaporama « Les enjeux de l'attention réciproque » si vous ne l'avez pas déjà fait. Le premier type de dispositif que je vais évoquer pour concrétiser l'attention réciproque fait référence à un élément clé de l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail du 19 juin 2013, à savoir les espaces qui permettent aux individus de s'exprimer sur leur travail, que ce soit des espaces entre quatre yeux ou des espaces collectifs. Pouvoir s'exprimer, c'est une chose, être entendu, c'en est une autre. L'idée est aussi que soit couplée à l'expression la mise en action, l'action qui puisse être à la portée de chacune et chacun, et l'action aussi qui est dans le camp d'une autre partie prenante, ça peut être le manager, la direction, la fonction RH, les IRP. Dans ces espaces d'expression peut se jouer l'attention réciproque. Si chacune et chacun peut s'exprimer et se faire entendre d'autrui, et que réciproquement, chaque personne écoute et porte attention à autrui pour apprendre à le connaître et aussi à le reconnaître. Et ce, sur les grandes dimensions de l'attention réciproque, la réalité du travail, les perceptions et les aspirations. Parmi les espaces d'expression sur le travail, il en est un d'un type particulier. Les espaces qui permettent de s'exprimer sur la qualité du travail. C'est quoi la qualité du travail? Yves Clos, professeur au CNAM, qui est le promoteur de cette idée, définit la qualité du travail de la façon suivante. C'est le fait de pouvoir atteindre les buts que je me suis fixés ou qu'on m'a fixés, et d'ainsi parvenir à un résultat qui est défendable à mes propres yeux. Chacune et chacun doit donc pouvoir s'intéresser à la façon dont l'autre conçoit la qualité du résultat du travail, mais aussi de la façon dont on obtient ce résultat. Et réciproquement, pouvoir expliquer sa propre conception de la qualité. Et puis aussi de savoir comment on se sent mutuellement par rapport au travail réalisé, actuellement, si on est plus ou moins fier. La qualité, bien qu'elle repose sur des éléments objectifs, a aussi une dimension fortement subjective. C'est donc pourquoi il est normal qu'il y ait des diversités de points de vue qui amènent naturellement à de possibles controverses. Yves Clos promeut l'idée que la controverse est saine et qu'il faut laisser l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Cela permet d'accepter la diversité des conceptions de la qualité, d'exprimer les éventuelles difficultés à atteindre le niveau de qualité attendu, de sortir des jugements radicaux qui sont souvent basés sur des stéréotypes, de partager des bonnes pratiques et ces sources d'innovation. Enfin, ce peut être l'opportunité de célébrer des réussites. On peut aussi activer l'attention réciproque à travers la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, et plus précisément à travers la notion de partie prenante. Définissons cette notion de partie prenante. C'est un acteur, individuel ou collectif, groupe ou organisation, activement
ou passivement concernés par une décision ou un projet. Avec la RSE, on se pose déjà la question: quelles sont les parties prenantes? Il s'agit de les identifier, de se poser ensuite quels sont les impacts sur elles. Et le mieux, plutôt que d'essayer de les évaluer de loin, c'est de dialoguer avec elles, d'apprendre à les connaître et à les reconnaître. L'attention réciproque va inviter à ce que ce soit un vrai dialogue et que chaque partie prenante soit dans l'attention de l'autre. L'objectif étant possiblement de plus co-construire avec elle. Une attention réciproque qui, ici, de collectif à collectif et plus seulement d'individu à individu. Vinit Nayar, président d'une grande société de services informatiques en Inde, a fait la promotion d'un modèle qu'il a mis en place dans sa société, la pyramide inversée. Il s'agit que la hiérarchie et les fonctionnels soient dans une attention et dans le soutien des salariés qui créent de la valeur pour le client. Dans le modèle classique, souvent pyramidal, l'organisation est centrée sur les clients ou les bénéficiaires. Ajoutons qu'elle est aussi sur les actionnaires, les analystes financiers qui, dans certaines organisations, passent avant même les clients. Et un certain nombre de fonctions sont construites autour de ces centrages, marketing, commercial, qualité, relations clients, etc. Et le salarié, c'est un peu l'oublié dans ce modèle classique, y compris dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, où beaucoup d'organisations sont tellement centrées sur le projet social et sur les bénéficiaires qu'elles en oublient celles et ceux qui portent le projet, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Vinit Nayar a intitulé son livre « Les employés d'abord, les clients en second ». Dans son modèle, on peut dire que c'est un recentrage de la focale qui est mis en œuvre. Et pour opérer ce recentrage, la focalisation est accentuée sur les salariés, d'où l'idée de l'employé qui passe avant le client. Quand on dit que le client passe en second, en réalité, il faut comprendre qu'il s'agit bien d'un rééquilibrage pour mettre toutes les parties prenantes au même niveau. Et comme le déficit de focalisation sur le salarié est important, l'effort doit être porté à ce recentrage, tout en conservant le même niveau d'attention au client. Et ce recentrage peut être mis en œuvre, selon moi, à travers l'objet de l'attention réciproque. Quelle est ta réalité du travail? Comment te sens-tu au niveau santé? Quels problèmes rencontres-tu? Et puis, quelles sont tes perceptions? Et enfin, quelles sont tes aspirations? Quels sont tes besoins? Évidemment, pour qu'il y ait l'attention réciproque, il faut qu'il y ait réciprocité de cette attention et de ces questionnements. Passons à une démarche, un processus, je dirais même une forme de philosophie finalement, qui met en œuvre l'attention réciproque. Il s'agit de l'exploration appréciative. C'est quoi? C'est une approche de changement personnel et organisationnel fondée sur l'hypothèse que les questions et le dialogue sur les forces, les réussites, les valeurs, les espoirs, les rêves sont eux-mêmes transformationnels. Et concrètement, la première étape du processus est consacrée à un questionnement mutuel qui prend la forme d'une interview croisée par deux. Une première personne, interroge la seconde en prenant des notes. Elle l'interroge sur ses expériences positives, ses talents et ses rêves. Et puis, les rôles sont inversés. À noter que cette approche est particulièrement adaptée pour l'amélioration de la qualité du travail, puisqu'elle active un biais résolument positif qui facilite la coopération et permet d'éviter les pièges d'une approche résolution de problèmes un peu classique qui a tendance à amener à rechercher des responsables, voire même quelquefois des coupables. Approche positive donc, mais qui ne met pas les problèmes de côté, puisqu'ils sont exprimés, mais de façon positive à travers les rêves. Plutôt que de dire « cette chose ne me va pas », on est amené à dire « j'aimerais que ça se passe de telle façon », de manière constructive. Voici maintenant un dispositif que j'apprécie tout autant que j'apprécie l'exploration appréciative, le groupe de co-développement professionnel. C'est une méthode qui a été fondée au Canada en 1994 par Adrien Payette et Claude Champagne. Dispositif pour apprendre des expériences des autres et des échanges constructifs du groupe. C'est un groupe de proximité qui se réunit périodiquement
où tour à tour, chacun des membres va être aidé par les autres membres pour un problème, une préoccupation ou un projet qu'il a envie de partager avec les autres. À travers ce dispositif, l'attention réciproque se joue non pas 2 à 2, mais à l'intérieur d'un groupe. On apprend à se connaître et à se reconnaître grâce à ce que chacune et chacun apporte à chaque séance. C'est une attention qui est couplée à une aide. Et la dimension de réciprocité est bien présente puisqu'un jour, un membre va être l'aidé et les fois suivantes, il va faire partie de celles et ceux au sein du groupe qui apportent leur aide. J'ajoute que sous l'impulsion d'Anne Chonick et moi-même, Novéquilibre a adapté ce dispositif pour qu'il puisse interroger la qualité de vie au travail, pour que le problème, la préoccupation ou le projet soit explicité en considérant les tenants et aboutissants en matière de qualité de vie au travail, et aussi pour que les plans d'action qui en ressortent soient construits et exprimés par ce en quoi ils peuvent améliorer la qualité de vie au travail. Nous avons utilisé ce dispositif pour nous aider au sein de Novéquilibre par rapport à notre propre QVT. Quelle belle initiative que Vie mon travail! Elle est promue depuis quelques années par le réseau Anact-Aract à l'occasion de la Semaine de la qualité de vie au travail, qui se tient généralement en juin, mais qui exceptionnellement en 2017 se tiendra début octobre, précisément du 9 au 14 octobre. En quoi ça consiste? Durant une journée, les collaborateurs échangent leurs postes au sein de l'organisation selon des règles qui sont fixées à l'avance en interne. Par cette initiative, on peut devenir observateur, voire un peu acteur du travail d'une personne d'une autre fonction. Elle est particulièrement efficace et enrichissante, et ce pour plusieurs raisons. On découvre la réalité du travail de l'autre. Et généralement, on a des surprises du fait de l'effet iceberg. On a toujours une vision déformée du travail d'autrui, souvent basée sur des stéréotypes, comme je l'ai expliqué dans le diaporama sur les enjeux. On va probablement être amené à exprimer de la reconnaissance, peut-être à s'émerveiller de la dextérité, de la fluidité, de la maîtrise de la personne en face. Et puis finalement, et ce n'est pas la moindre des choses, on va être amené à considérer qu'il y a des choses qui doivent changer dans les interactions avec l'autre. On va être amené à mieux comprendre ses contraintes, ses difficultés. On va être naturellement incité à lui faciliter la vie, d'autant plus qu'on aura créé un niveau de proximité plus ou moins grand avec elle. Je pèse mes mots en disant que c'est une initiative d'une puissance phénoménale, mais qui nécessite de savoir faire une pause dans son quotidien du travail, à sortir du mode d'urgence, de s'autoriser soi-même et la hiérarchie à se donner du temps pour aller plonger dans le quotidien d'autrui. L'attention réciproque sera complètement activée si cette plongée est réciproque. Un jour je viens vers toi et un autre jour tu viens vers moi. Et c'est bien le sens de cette initiative. Connaissez-vous l'émission Patron Incognito sur M6 ? Évidemment, il ne faut pas être naïf par rapport à l'existence probable d'un certain niveau de scénarisation, mais il n'en demeure pas moins vrai que qui voit cette émission, ne serait-ce qu'une fois, voit ce que la création de proximité, même éphémère, peut avoir comme impact positif. Il y a aussi des actions très simples qui ne nécessitent aucune planification ou de mettre en œuvre des chantiers avec une organisation derrière. C'est le cas par exemple de la météo personnelle en réunion. Il s'agit en début de réunion, et pourquoi pas aussi en fin de réunion, que chaque personne présente puisse, si elle le souhaite, évoquer son état intérieur. C'est une façon de reconnaître les émotions. Donc, chaque personne va pouvoir dire qu'elle se sent bien ou moins bien, peut-être expliquer en quelques mots les problèmes du moment. Une autre arrivera avec un sentiment de colère et le fait de pouvoir évoquer ce qu'elle ressent, ça va la calmer. A minima, cela permettra aux autres d'avoir conscience de son état émotionnel. Peut-être que le tour de météo prendra un petit peu plus de temps que prévu, parce que l'on voudra collectivement donner un espace à un échange, un soutien à l'attention d'une ou plusieurs personnes. Et notre expérience montre que le temps qu'on donne à cette météo, même s'il dépasse le temps prévu, donne de l'efficacité au global et qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à une vision court terme, à savoir l'objectif de la réunion. Les chapeaux de Bono ou méthode des 6 chapeaux activent d'une certaine façon l'attention réciproque
dans le sens où elle permet à chaque personne d'un groupe d'exprimer la réalité, avec le chapeau blanc, celui des faits, la perception, avec le chapeau rouge, celui des émotions, les bons côtés avec le chapeau jaune, les mauvais côtés avec le chapeau noir, d'une certaine manière, les aspirations avec le chapeau vert, celui de la créativité qui invite à se projeter dans le futur. Et aussi de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se joue dans l'ici et maintenant avec le chapeau bleu. Si chacune et chacun s'exprime à l'intérieur du groupe, on aura alors effectivement joué la réciprocité. L'attention réciproque peut aussi se jouer dans les prises de décision, afin que tout le monde dans un groupe puisse avoir conscience de la position de chaque personne. Un exemple de dispositif de prise de décision est la gestion par consentement. La gestion par consentement permet de prendre une décision commune en s'assurant que personne ne sera mal à l'aise avec la décision prise. C'est un processus qui part d'une proposition qui ensuite peut être amendée, bonifiée en fonction des éventuelles objections. Contrairement à la décision par consensus, où on recherche à ce que tout le monde soit d'accord, ici on cherche à ce que personne ne soit en désaccord. Si je devais utiliser un code couleur, dans la décision par consensus, on cherche à n'avoir que des feux verts, dans la décision par consentement, on cherche à ne pas avoir de feux rouges. Mais que ce soit l'une ou l'autre, on cherche collectivement à s'assurer que toutes les parties prenantes soient vraiment parties prenantes de la décision, avec une attention portée à chacune. On peut aussi utiliser des cartons de couleur, et pas seulement pour la décision finale, mais pour faire s'exprimer chacune et chacun par rapport à une proposition. Je vous présente maintenant un dispositif original, le réseau d'échange réciproque de savoir, RERS. Il est original non pas parce qu'il est récent, mais surtout parce qu'à ce jour, très peu d'entreprises ont décliné ce dispositif dans le monde du travail, le plus emblématique étant le service courrier de la Poste pendant quelques années. Ce dispositif a été créé en 1971 à Orly, d'abord au sein d'écoles, par Claire et Marc Hébert-Suffren. Il en existe sur tout le territoire et même au-delà, quelquefois attaché à des centres socio-culturels ou sous forme associative. Alors c'est quoi un RERS? C'est un projet collectif pour que les savoirs puissent être partagés et que toute personne qui accepte de partager ses savoirs accepte aussi d'apprendre des autres. Le principe est le suivant. Chaque personne dans le réseau vient d'une part avec des savoirs et des savoir-faire, et d'autre part avec des besoins et des envies d'apprentissage. Chacune et chacun est donc à la fois offreur et demandeur de savoir. Par exemple, une personne a des compétences sur le logiciel Excel, une autre a des besoins d'apprentissage sur Excel. Si les compétences coïncident avec le besoin, alors un échange peut avoir lieu. La personne qui a partagé son savoir sur Excel peut être aussi demandeuse d'un savoir sur la gestion de projet. Et c'est une autre personne ou d'autres du réseau qui peuvent avoir les compétences dans le domaine. Et donc, si besoins et compétences matchent, un échange aura lieu. Dans ce modèle, il n'y a pas de réciprocité stricte. On n'est pas dans un troc de savoir entre deux personnes. Il s'agit de ce qu'on appelle la réciprocité ouverte. Je donne à un moment donné à une personne sur un sujet et à un autre moment, je vais profiter du savoir d'une autre personne sur un autre sujet. En quoi l'attention réciproque peut-elle se jouer dans ce dispositif et comment peut-on en instiller? Eh bien, dans la mise en relation entre l'offreur et le demandeur, l'offreur essaye de comprendre le besoin et peut s'intéresser par ce biais à la réalité du travail du demandeur. Le demandeur a, lui, l'occasion de mieux connaître et reconnaître les compétences. Par l'attention réciproque, il peut aussi ne pas rester focalisé sur son besoin et aussi porter attention à la réalité du travail de l'offreur. Donc, en résumé, le RERS n'active pas toutes les dimensions de l'attention réciproque, mais on peut le mettre en place en ajoutant des dimensions qui permettent alors de jouer l'attention réciproque à plein. L'attention réciproque se concrétise aussi à travers la communication non violente, la CNV.
La CNV est un processus de communication élaboré par Marshall Rosenberg dans les années 1990 pour fluidifier la communication et les relations. On retrouve les différents objets de l'attention réciproque tout au long du processus en 4 étapes. Première étape, qui exprime les faits et rien que les faits. Il s'agit donc de la réalité. Deuxièmement, deuxième étape, qui exprime les ressentis. Nous retrouvons ici la dimension perception de l'attention réciproque. Troisième étape, qui exprime les besoins. Dans l'attention réciproque, il s'agit des aspirations. Et puis quatrième étape, qui exprime une demande. La CNV est bien dans une logique de réciprocité puisque pour chaque étape, il est demandé à la personne en face de s'exprimer par rapport à ce qui a été dit par la première personne. Il s'agit bien d'inviter à une attention mutuelle. Il y a une autre façon d'activer l'attention réciproque à travers une question toute simple, inspirée de la théorie U. Une question qui a le pouvoir de changer bien des choses, à la fois dans les interactions entre personnes au travail et dans le quotidien du travail. Et je l'ai testé d'ailleurs personnellement début 2017. Cette question-là, voici, sachant que bien évidemment, chacune et chacun peut adapter sa propre formulation. Quel changement dans ma façon de travailler ou dans ma façon de vivre au travail pourrait te faciliter ton travail ou ta vie au travail? Question que l'on peut utiliser périodiquement avec les personnes avec qui on interagit et aussi quand on s'aperçoit qu'il peut y avoir des tensions en train de naître. Avec l'attention réciproque, on change de regard sur la qualité de vie au travail et on devient actrice ou acteur d'un changement à sa portée pour une meilleure QVT et une meilleure efficacité. Nous sommes tout proche de la fin de ce diaporama et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quantité d'approches, de méthodes, de dispositifs, d'initiatives qui permettent de concrétiser l'attention réciproque. Je vous en ai présenté quelques-uns dans ce diaporama et je ne prétends surtout pas avoir été exhaustif. Mais avec ce diaporama et après avoir présenté les enjeux dans le premier diaporama, je veux montrer qu'avec cette idée d'attention réciproque, on n'est pas que dans la mise en évidence d'enjeux, on n'est pas que dans une forme d'utopie, ni non plus dans de belles intentions. Je voulais montrer qu'on peut concrétiser l'attention réciproque de manière diverse, qu'elle est activée plus ou moins dans beaucoup d'organisations, un peu comme finalement M. Jourdain fait de la prose, mais certainement de manière insuffisante. Je dirais même très insuffisante au vu des enjeux présentés dans le premier diaporama. Alors, il n'y a plus qu'à? Pas tout à fait, parce qu'il reste une dernière diapositive pour bien comprendre en quoi ça n'est évidemment pas facile de développer l'attention réciproque. Pour comprendre les freins,
et obstacle majeur à l'attention réciproque. Voici les 1 plus 4 freins, donc ça fait 5, tels qui me semblent les plus importants. Et il ne s'agit surtout pas de les sous-estimer. Le premier que j'ai appelé dans un article sur la QVT.fr fin décembre 2016, le PFT, le putain de facteur temps. Et ne nous le cachons pas, s'il y a souvent déficit d'attention mutuelle, c'est par manque de temps. Pour contourner cet obstacle, il s'agit de faire du temps notre allié, de mettre de la perspective, de voir au-delà des urgences, de comprendre en quoi se donner du temps pour l'attention va nous en faire gagner beaucoup dans la réalisation de nos missions, au-delà de d'autres avantages bien entendu. Deuxième frein ou obstacle, les habitudes, fortement corrélées avec le PFT. On est souvent enfermé dans des habitudes et même si on voit bien tous les impacts négatifs, elles ont un côté confortable et surtout, on ne se sent pas l'énergie suffisante d'en sortir. Pour se donner la chance de pouvoir en sortir, c'est bien une prise de conscience des enjeux et le fait de se donner du temps qui seront les clés. Pour les 3 derniers freins et leurs remèdes, je vais m'appuyer sur la théorie U que j'ai évoquée précédemment. Troisième frein, le jugement. Et Dieu sait que nos capacités en la matière sont en moyenne extrêmement développées et cultivées, et soyons honnêtes, jugement plutôt versant négatif. Pour sortir du jugement lapidaire, il faut déjà se donner du temps pour éviter les raccourcis et les stéréotypes. Et c'est l'ouverture de l'esprit qui permettra de chercher les faits, rien que les faits, et s'intéresser à la réalité. Quatrième frein, le cynisme et l'égocentrisme qui font dire ou penser « oui mais bon, ça n'est pas mon problème ». Et c'est l'empathie, la capacité à écouter qui vont permettre de connaître les perceptions. Et dernier frein, la peur et l'impuissance, la peur de l'inconnu. Le fait d'envisager un changement d'habitude peut faire peur. Et puis il y a aussi le sentiment d'impuissance tellement présent dans la société d'aujourd'hui, d'autant plus avec un éclatement du collectif qui fait que chacun se trouve seul face à ses problèmes ou à des problèmes qui semblent le dépasser et ne voit pas comment il pourrait changer les choses seul. Et c'est la volonté, la prise de conscience de la force du collectif et de l'intelligence collective qui vont permettre de remettre en selle les aspirations et de pouvoir cristalliser des énergies pour les concrétiser autour d'un futur émergent qui puisse être partagé. En vous souhaitant de faire émerger individuellement et collectivement, grâce à l'attention réciproque, un futur dans votre organisation où votre propre qualité de vie au travail et où la qualité de vie au travail dans votre organisation apportera de belles satisfactions à tout le monde. Et déjà, dans un premier temps, l'attention réciproque donnera plus ou encore plus de douceur, de bienveillance et de reconnaissance dans votre quotidien au travail.